une question à laquelle il est difficile de répondre en peu de mots. Voyons ce qui décrédibilise la justice d'abord. Ses contradictions, sa médiatisation, sa politisation, son inaudibilité, son laisser-aller. Je veux dire par là qu'un jugement qui est crachoté en quelques secondes par un président perd toute portée symbolique. Son syndicalisme, qui a fait descendre dans la rue des magistrats pour manifester contre la police. Sa dépendance au pouvoir par le truchement des décorations, des présences dans les ministères de magistrats. Moi, je préconise qu'un magistrat qui aura travaillé dans un ministère ne puisse plus siéger en juridiction. Je préconise qu'on ne décore plus les magistrats pour ne pas leur donner ce hocher de la vanité qui fait tant marcher. Je préconise que les magistrats lisent les jugements d'une voix audible en prenant le temps. La précipitation, la tenue. Si l'on filmait certaines audiences et qu'on les montre, les Françaises et les Français seraient effarés. Je préconise du reste qu'on crée un corps d'inspecteurs volants de la magistrature qui, à la requête du bâtonnier ou d'un certain nombre d'avocats en fonction du barreau, puisse faire requête au premier président pour inspection. De manière que on ne voit plus ce que France Culture a essayé de rapporter et qu'on a un peu censuré à Marseille. Voilà, en gros, les mots qu'il faut combattre pour que la magistrature se réinstalle dans la dignité qu'on attend d'elle. Qu'on n'ait pas des magistrats comme l'un d'entre eux qui siège comme président d'une chambre d'instruction et qui est candidat et qui est sur la liste d'un candidat à la présidentielle. Tout cela fait très très mauvais effet. La première chose à faire, c'est de mettre à bas les règlements européens qui privent les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire des moyens d'exercer de vrais contrôles à l'intérieur de la prison. Rétablir aussi le fonctionnaire de l'administration pénitentiaire dans sa dignité. Ne tolérer aucune agression, aucun propos déplacé. Ne pas hésiter à provoquer des audiences, donc intervenir auprès des procureurs pour qu'ils poursuivent systématiquement en requérant des peines. Évidemment, parce qu'on vit une surpopulation carcérale qui est le fait quand même de la négligence coupable de tous les gouvernements jusqu'à aujourd'hui. Construire des prisons, on veut construire 40 000 places en 5 ans. Quoi. Bon. C'est un moindre médicament, dirais-je, mais il faut le faire d'urgence. Quand vous pensez que dans un état de droit, des décisions de justice sont rendues au nom du peuple français et qu'elles ne sont pas exécutées parce qu'il n'y a pas de place dans les prisons. Comment a-t-on pu en arriver là? Et je veux dire que tous les hommes politiques qui se sont succédés l'ont vu. Ils ont vu qu'il y avait un encombrement des prisons et ils n'ont rien fait. Rien fait. Et aujourd'hui, on en est au point où des délinquants ne sont pas incarcérés parce qu'il n'y a pas de place. C'est-à-dire que le pompeux au nom du peuple français est sans portée. L'impérium de l'État est cassé. Et les victimes sont bafouées. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'entendre un juge prononcer une condamnation et de voir le condamné ricaner dans la rue quand il vous croise. Or, la réalité d'aujourd'hui, pour un nombre immense de peines, c'est ça. Il faut donc très vite, prioritairement construire des places de prison et faire en sorte que lorsqu'on a des établissements, des casernes, au lieu de les affecter à des migrants, on les transforme en centres de détention préventive, provisoire.
ce qu'on aurait pu faire. Mais on ne l'a pas fait parce qu'on a des priorités qui ne sont pas celles-là. Et aujourd'hui, on a cette réalité française qui est inimaginable, des délinquants condamnés et des victimes qui les voient à la terrasse du café. Je vais créer un néologisme, désidéologiser la justice des mineurs. Les textes permettent de condamner un mineur. M. Fillon s'est trompé là-dessus. L'excuse d'une minorité, on peut l'écarter. Mais on ne l'écarte jamais. Parce qu'on est toujours dans la littérature de Cesbron. On se croit toujours chez Monseigneur Bienvenu en présence de Jean Valjean. On est dans un roman judiciaire, alors que la délinquance d'aujourd'hui, c'est plus celle des choristes. Des jeunes de 13 ans peuvent être très agressifs, très violents, mais ce sont les tribunaux pour enfants qui ne jouent pas le jeu. Alors là encore, il faut déprofessionnaliser la justice des mineurs. Voilà. Il faut la confier à des juges, mais qui au bout d'un certain temps feront autre chose. Il ne faut pas que ça devienne une habitude idéologique, la justice des mineurs. Ça doit être une justice comme les autres, en tenant compte bien sûr des paramètres de minorité, mais en n'ayant pas peur de condamner quand on a affaire à un mineur dangereux. Alors qu'aujourd'hui, on considère que le fait d'être mineur est en soi une justification, une excuse. Ce qui fait qu'on a une justice des mineurs qui fait rigoler les mineurs. Moi, je me rappelle d'un procès où un jeune criminel de 14-15 ans, 15 ans je crois, avait tué à coups de couteau un jeune homme qui l'avait mal regardé. Il a été condamné à 4 ans de prison. Les policiers m'ont raconté que dans les geôles, il se marrait. Il se marrait. Voilà. Il faut rétablir l'obligation de réserve. Il faut rétablir l'obligation de neutralité politique. Le syndicalisme ne doit être toléré que quand il a pour but de défendre les intérêts de la profession. Il doit être sanctionné quand il dérive sur la politique. Il est inacceptable de voir des magistrats d'un syndicat manifester dans la rue contre les violences policières. Il est inacceptable de voir des magistrats se prononcer sur une loi. Ils sont là pour l'appliquer. Ils ont un bulletin de vote. Donc je serai personnellement partisan d'envoyer les magistrats qui violent l'obligation de réserve et de neutralité devant le conseil de discipline, sans attendre. Il faut que ça arrête. C'est comme le secret d'instruction. C'est intolérable de voir que lorsque l'avocat n'est pas encore dans le dossier, donc qu'il ne peut pas être impliqué dans la violation, il y a des fuites et qu'on ne fait rien. C'est cela qui dégrade la justice. Et beaucoup de magistrats en souffrent. Parce que, croyez-moi, pour avoir fréquenté les juges et pour les fréquenter, c'est une minorité. C'est une minorité. Il y a beaucoup de magistrats qui font bien leur boulot, qui se taisent, qui ne s'expriment pas. Mais il y a toute une bande de rigolos qui font carrière dans le syndicalisme, qui font du tort à la magistrature. La loi en matière de répression du trafic de stupéfiants existe, il suffit de l'appliquer. Il serait intelligent quand même aussi de réorienter les enquêtes sur le plan financier. En ce qui concerne les salles de shoot, je trouve que ceux qui ont décidé ça sont shootés. Parce que si on ne peut pas lutter contre le trafic de cannabis, on ouvre des salles de shoot.
Si on ne peut pas lutter contre le viol, on ouvre des salles de viol. Si on ne peut pas lutter contre les violences conjugales, on ouvre des salles de violences conjugales. Je veux dire que, d'un point de vue psychanalytique, c'est à proprement parler l'expression de l'abandon de l'État. Je ne peux pas faire, alors j'autorise. On peut aussi faire des salles de claques, où on se met des gifles, si on n'arrive pas à réprimer les violences dans la rue, ou alors des salles de destruction d'abribus, si on n'arrive pas à réprimer les manifestations. Non, moi je mets les gens qui ont décidé ça en psychiatrie, moi. Je leur décerne l'entonnoir législatif. Je considère que la victime doit avoir les mêmes droits que le mis en examen ou que l'accusé. Il faut un parallélisme des droits. En ce qui concerne le droit d'appel, puisque ce serait un parallélisme que de donner à la victime le droit de faire appel, j'apporte les observations suivantes. Si on donne d'une manière générale à la victime le droit de faire appel de toute décision ou de toute peine, aucune victime, et ça se comprend, ne sera satisfaite, sauf dans le cas où la condamnation est totale. Donc on va avoir, si on autorise la victime à faire appel, un encombrement ingérable des juridictions. En revanche, je considère que pour toute décision de relax ou d'acquittement, élément central, la victime devrait un droit de faire appel. Chaque fois qu'on touche au quantum de la peine, si la sanction prononcée par le tribunal ne correspond pas à ce qu'a requis le procureur, et s'il refuse malgré cela d'interjeter appel, j'imposerai qu'on adresse une requête au procureur de la République, l'avocat l'adressera, pour que le procureur justifie des raisons qui, malgré les réquisitions, l'autorisent à ne pas faire appel, avec une voie de recours devant le procureur général qui devra, lui, justifier la justification du procureur. À l'heure actuelle, les magistrats correctionnalisent comme ils veulent. On exige le consentement implicite de la victime qui s'exprime par le fait qu'elle ne soulève pas l'incompétence du tribunal. Quand une affaire est correctionnalisée, c'est-à-dire pour être clair qu'elle devrait être jugée par une cour d'assises, mais que pour des tas de raisons on décide de la faire juger par un tribunal correctionnel, la victime peut dire le tribunal n'est pas compétent pour juger. Mais toujours, le tribunal se dit compétent. Et après, la cour d'appel confirme. Il y a donc une forme d'illégalité. Moi, je préconise que la correctionnalisation ne soit possible qu'avec l'accord écrit de la victime avant le renvoi devant le tribunal correctionnel. Mais d'abord, je voudrais leur dire que c'est bien qu'une association s'occupe des victimes. Parce qu'en général, on s'occupe de beaucoup d'autres choses et pas forcément des victimes. Or, si dans notre société, il y a des orphelins de l'aide d'État, à la fois matérielle et morale, ce sont bien les victimes. Il faut les avoir accompagnées dans un tribunal pour mesurer à quel point elles sont abandonnées. Personne pour les accueillir, personne pour les placer, même pas une place éloignée des victimes par rapport à l'assassin et à sa famille. Aucun psychologue pour venir les écouter, les aider. Rien. Et après, le moment de la décision ou du verdict, aucun accompagnement,
aucune aide. Parfois même, l'avocat ayant fini sa mission passe à un autre client. Je n'ai jamais vu autant de misère solitaire que chez une victime traitée par la justice française. Même le ton sur lequel le magistrat s'adresse à elle, parfois, est déplacé, n'est pas adapté. Alors moi, je suis pour un statut de la dignité de victime qui se concrétisera dans le réel des tribunaux. Un accueil, un placement éloigné de la famille de l'assassin, une protection, un policier, une aide psychologique avant et après, un réconfort et un statut de dignité que le magistrat doit faire respecter dans le questionnement des avocats, dans les articles de presse. Je veux redonner à la victime son statut de dignité et qu'elle cesse d'être un produit de consommation médiatique et journalistique. Si on a le pouvoir, c'est ce qu'on fera. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire.